ce qui différencie le Québec du Canada, c'est la langue et la culture. Hein? Il faut le répéter, puis il faut le dire, il faut remettre ça de l'avant. Savez-vous pourquoi? Parce que au moment de la conquête, il y avait 99% des habitants du territoire, parmi les non-autochtones, qui étaient de langue française. Il y avait 1% qui était de langue anglaise. Quelques 80 ans plus tard, lors de l'acte d'union, le poids démographique du français et de l'anglais était devenu de 50% d'un bord, 50% de l'autre côté. Et depuis ce temps-là, depuis l'acte d'union, le groupe de francophones ne cesse d'être minorisé à l'intérieur du territoire. Et cette minorisation-là du groupe francophone, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé, chez les francophones particulièrement, c'est de dire, nous, là, qu'est-ce qu'on veut, nous autres, comme francophones? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ça a créé ce qu'on appelle une société distincte. C'est-à-dire, c'est du monde qui se disent, à l'intérieur de cet espace géographique-là, à l'intérieur de ce territoire-là, nous, on ne se retrouve pas. Nous, là, on imagine le monde autrement. Nous, là, on a besoin d'un outil qui s'appelle l'État. On a besoin d'institutions publiques, hein, avec des politiques publiques qui vont faire en sorte que notre langue, notre culture, ce que l'on est, ce que l'on veut devenir, va pouvoir perdurer dans le temps. Et donc, ce projet de société distincte-là, ben, il y a beaucoup de monde qui, à une certaine époque, disait ben, on va pouvoir le faire à l'intérieur du Canada. Puis il y a d'autres mondes qui ont dit non, on ne peut pas faire ça à l'intérieur du Canada. Mais peu importe si c'était à l'intérieur du Canada, le projet de société distincte, ou à l'extérieur du Canada, parce que l'indépendance, c'est un projet de société distincte. Point final. Puis il y en a qui pensaient qu'on pouvait le faire à l'intérieur du Canada, ce projet de société distincte-là. Mais peu importe si c'était à l'intérieur ou à l'extérieur, ceux qui étaient le moteur, ceux qui étaient la locomotive, ceux qui étaient pas mal tous les wagons de ce train-là, c'était des francophones. Il faut ramener le terme francophone, il faut ramener tout ça, parce que là, moi, je suis invité par les IPSO, hein, puis on est supposé de parler d'indépendance. Et depuis des années, la question de l'indépendance n'est pas nécessairement liée à celle de la langue. Mais c'est clair que actuellement, s'il y a un recul du poids du français au Québec, bien, il y a un recul du poids du nombre de personnes qui veulent faire vivre cette société distincte-là. Et donc, si le poids du français recule, l'idée de société distincte recule, puisque dans le fond, on va se fondre dans la masse canadienne. Et donc, que ce soit à l'intérieur du Canada ou à l'extérieur du Canada, le projet de société distincte va vivre et va mourir avec vivre ou mourir en fonction du poids démographique des francophones, puis de l'importance des francophones dans tout ça. Alors, ça, hein, on vient de placer la table. Donc, notre gang, nous les francophones, on pense que l'État, les politiques publiques, puis les institutions publiques là, vont faire en sorte que ça va nous représenter ce qu'on est. Puis quand on dit ce qu'on est, là, oui, ça peut être un peu plus à gauche, un peu plus social-démocrate, un peu plus consensuel, parce que notre gang, notre façon de voir le monde depuis 200 ans, ben, elle s'est forgée par le fait qu'on était minorisé. Fait que l'idée du consensuel, là, elle vient de là. Quand tu es pris pour avoir des gens autour de toi qui pourraient constamment, finalement, te minoriser, ben, l'idée, c'est de dire, OK, la gang, là, il faudrait être consensuel puis s'en aller de ce bord-là. Puis là, actuellement, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a de moins en moins de consensus au niveau politique. Et donc là, ce qu'on appelle la division du vote. Et qu'est-ce qui arrive? C'est là qu'on sent qu'il y a une fragilisation. Là, on sent là, qu'il y a une urgence d'agir. Et donc, cette société distincte-là nous a peut-être amené à une société dite plus à gauche qu'au Canada, plus soucieuse de certaines institutions, plus soucieuse d'avoir un État fort qui protège ce groupe-là. Ça, c'est venu avec le temps. Et aujourd'hui, c'est toujours là. Mais si le français recule, ben, cette idée-là risque de perdre de l'importance. Et donc, moi, ça fait 8 ans que je consacre ma vie à la question du français, puis je consacre ma vie à la question
d'augmenter le poids démographique du français, puis augmenter le poids démographique du français sur le territoire québécois, moi, je ne parle jamais d'indépendance de mes conférences. Jamais, 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 jamais. Mais tous les jours de ma vie, lorsque je travaille sur la question du français et de maintenir le poids démographique des francophones, je maintiens l'idée de la société distincte, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada. S'il n'y a pas ce poids démographique-là des francophones, l'idée de société distincte meurt et l'idée d'indépendance qui vient avec elle meurt aussi. Alors, vous allez voir au cours des prochaines minutes un résumé des conférences que je donne habituellement un peu partout. Donc là, on a un abrégé, là, habituellement c'est 45 minutes, là, je vais essayer de vous résumer ça à peu près en 20 minutes, puis par la suite, je vais conclure sur la question, parce que le titre en disait beaucoup, tout y est, sauf le courage politique. Et donc, pas juste le courage politique, hein, le courage administratif, donc les décideurs, ceux qui sont en poste de décision, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est des francophones maintenant qui décident. Hein, c'est plus la faute des maudits Anglais méchants, pas gentils envers les francophones. C'est des francophones qui prennent des décisions et qui se disent « Ouais, c'est parce que là, on voit le poids démographique du français reculer. À la place de dire « On met tout pour faire en sorte que ça se passe en français », eh bien là, il y a ceux qui sont en poste d'autorité, qui se disent « Ouais, ben, il y a des beaux votes à aller chercher dans une autre gang ou il y a des clients à aller chercher. » Et là, je terminerai en vous parlant des partis politiques par rapport à ça, mais aussi des grandes institutions comme Desjardins, qui est en train, elle, de se bilinguiser complètement pour aller chercher des clients. Sur la planète, il y a différentes tailles de langues. Il y a des petites langues. Il y a des petites langues. Il y a des moyennes langues. Il y a des grosses langues. Puis il y a des grosses langues. Puis les grosses langues, là, ils ont tendance à se promener dans l'univers, là, poum, poum, poum. Puis elles bousculent les langues qui sont de plus petite taille qu'elles. Puis en bousculant, des fois, elles en viennent à absorber, en fond. Elles mangent les locuteurs des langues autres que la leur. Et, finalement, plus elles mangent les locuteurs des langues autres, plus elles ont tendance à prendre du poids. Plus elles ont du poids, plus elles s'imposent. Et plus elles s'imposent, vous voyez, c'est le phénomène, c'est l'effet d'entraînement. À contrario, une langue de plus petite taille, qui n'est pas en mesure de se protéger des langues de grosse taille, a tendance à perdre des joueurs. Donc, elle maigrit, hein, elle s'affaiblit. Puis à un moment donné, à force de perdre des joueurs, elle ne fait pas juste s'affaiblir, elle devient malade. Puis à un moment donné, ben, elle fait plus que devenir malade, elle meurt parce que le dernier de ses locuteurs décède. Il y a actuellement 6000 langues qui sont parlées dans le monde et il y en a une langue qui meurt à toutes les 2 semaines. À la fin de ce siècle-ci, on aura perdu la moitié de la diversité linguistique et culturelle. Le libre marché des langues, là, c'est comme s'il n'y avait pas de police. Il n'y avait rien qui pouvait réguler tout ça. Et donc, les petites langues, là, elles se font toujours absorber. C'est comme si on était dans le jeu de Pac-Man. Par contre, on n'est pas dans un État, on n'est pas dans la jungle partout sur le monde. Hein? Il y a des États, il y a des règles. Et la façon dont on protège les plus petites langues, c'est par des interventions étatiques. Hein? Les États, par leurs lois, protègent les plus petites langues de l'envahissement des plus grosses langues. Et donc, la normalité en matière linguistique, c'est d'agir parce que sur les 389 États fédérés qui font partie des 193 pays de la planète, eh bien, on agit en matière linguistique. Il y a 389 États qui agissent en matière linguistique. Donc, la normalité, c'est d'agir. Ce qui est anormal, c'est de laisser l'univers être régulé par ce qu'on appelle la loi de la jungle en matière linguistique, parce que dans ce cas-là, les grosses langues plus pesantes vont vraiment manger les langues de plus petite taille. Maintenant, on va aller dans... là, on a parlé du poids du nombre. Hein? C'est important, le poids du nombre. Et il y a aussi une autre chose qui s'appelle le rôle des institutions publiques. Parce que les institutions publiques ont 3 grands rôles à jouer en matière linguistique. Le premier, c'est que ça donne du prestige à une langue. Le deuxième, c'est que ça transmet du savoir dans une langue qui va te permettre de travailler avec dans cette langue-là plus tard. Et le dernier rôle, c'est un attachement affectif et culturel à une langue. Donc, on va y aller de façon succincte. Donner du prestige à une langue. Question ici. Quelle est la langue la plus parlée dans le monde actuellement? Il y a quelqu'un, j'ai entendu mandarin.
C'est la bonne réponse. Donc, le mandarin, c'est la langue la plus parlée. Mais sur le territoire québécois et même canadien, cette langue-là est assez peu prestigieuse parce que tu ne peux pas gagner ta vie dans les institutions publiques avec cette langue-là. Donc, il y a deux langues qui sont prestigieuses sur le territoire parce que l'État te permet de gagner ta vie dans une langue. Et si un État met les deux langues sur le même pied sur un territoire, puis que les deux langues n'ont pas le même pouvoir d'attraction sur le territoire, ben, il peut favoriser ou pas une langue. Donc, le rôle de l'institution publique, quand il dit on donne des bons emplois en langue française, bien, ça fait en sorte que ça donne du prestige à cette langue-là. Avant la nationalisation de l'électricité, bien, le français, c'était une langue des petits salaires. Avec la nationalisation de l'électricité, du jour au lendemain, tu gagnais des bons salaires dans des emplois prestigieux d'ingénieurs en français. Et ça a fait en sorte que d'autres grandes institutions, comme Polytechnique, se sont développées parce qu'il y a beaucoup de monde qui voulait travailler à Hydro-Québec en français. Donc, l'État a un pouvoir sur le prestige économique d'une langue. Par la suite, sur la question de transmission du savoir dans une langue qui te permet de travailler dans cette langue-là plus tard, les études le montrent, surtout les études de l'Institut de recherche l'Institut de recherche l'IRFA, sur le français en Amérique. Il y a eu une étude qui a été faite pour près de 3000 étudiants. 3000 étudiants, là, c'est vraiment un bon bassin. Dans les étudiants qui sont allés au cégep anglais, puis au cégep français, puis dans les universités. Eh bien, quand tu es un francophone puis que tu étudies au postsecondaire en anglais, bien, un francophone sur deux qui a fait ce choix-là dans sa vie va par la suite travailler en anglais au travail. Chez ceux qui étudient en français, chez les francophones, 93% travaillent en français par la suite. Chez les allophones qui étudient en anglais au postsecondaire, 3 allophones sur 4 vont travailler en anglais. Et si tu étudies en français quand tu es un allophone au collégial, bien, 3 allophones sur 4 vont travailler en français par la suite. Donc, les institutions publiques d'éducation sont en amont du monde du travail et elles ont une influence sur la langue qui va être parlée plus tard dans le monde du travail. Troisième chose, l'attachement affectif et culturel, c'est-à-dire que si depuis qu'on va à l'école, hein, puis est-ce qu'il y en a ici qui ont des enfants en bas âge? Ben, regarde, moi, je vais lever ma main. Ah, monsieur le caméraman lève la main aussi. Bon, moi... Pardon? Des petits-enfants. Bon, vous avez des petits-enfants en bas âge. Bien, quand on va au CPE, ben, c'est clair que si le CPE se passe en français, bien, les comptines, les histoires dites aux enfants, bien, ça reste imprégné. Toutes les petites chansons que les enfants vont avoir apprises en français, bien, il y a un attachement affectif à la langue. Par la suite, quand tu vas au primaire, tu apprends à lire. Mon garçon est en 4e année. À tous les soirs, il doit lire un petit livre. Bien, il y a un attachement à cette langue-là. Puis là, il va même plus loin. Il va lire des livres de littérature de langue française. Et donc, il est attaché à cette langue-là. Mais on va plus loin que l'école. Radio-Canada, Télé-Québec, hein, puis toutes les productions télévisuelles en langue française, si c'est des productions de qualité, on y est attaché. Et ça fait en sorte qu'on peut être 1 million de téléspectateurs le mercredi soir à écouter des enfants de la télé. Donc, l'État a un rôle à jouer. Si on n'investit plus pour faire en sorte qu'on ait des productions de qualité, bien, c'est clair qu'un joueur comme Netflix va venir manger absolument tout le marché. Puis Netflix investit 5 milliards par année, alors que le budget de Radio-Canada pour le Canada coast-to-coast français-anglais, là, avec des nouvelles et tout ça, c'est 1 milliard par année. Donc, il y a une question d'institutions publiques, d'investissement. Donc, vous avez compris les 3 rôles des institutions publiques. Vous connaissez la question du poids du nombre. Maintenant, on va aller dans... là, on a parlé du poids du nombre. Hein. C'est important, le poids du nombre. Et il y a aussi une autre chose qui s'appelle le rôle des institutions publiques. Parce que les institutions publiques ont 3 grands rôles à jouer en matière linguistique. Le premier, c'est que ça donne du prestige à une langue. Le deuxième, c'est que ça transmet du savoir dans une langue qui va te permettre de travailler avec dans cette langue-là plus tard. Et le dernier rôle, c'est un attachement affectif et culturel à une langue. Donc, on va y aller de façon succincte. Donner du prestige à une langue. Question ici. Quelle est la langue la plus parlée dans le monde actuellement? Il y a quelqu'un, j'ai entendu mandarin. C'est la bonne réponse. Donc, le mandarin, c'est la langue la plus parlée. Mais sur le territoire québécois et même canadien, cette langue-là est assez peu prestigieuse parce que tu ne peux pas gagner ta vie dans les institutions publiques avec cette langue-là. Donc, il y a 2 langues qui sont prestigieuses sur le territoire parce que l'État
te permettre de gagner ta vie dans une langue. Et si un État met les deux langues sur le même pied sur un territoire, puis que les deux langues n'ont pas le même pouvoir d'attraction sur le territoire, ben, il peut favoriser ou pas une langue. Donc, le rôle de l'institution publique, quand il dit on donne des bons emplois en langue française, bien, ça fait en sorte que ça donne du prestige à cette langue-là. Avant la nationalisation de l'électricité, bien, le français, c'était une langue des petits salaires. Avec la nationalisation de l'électricité, du jour au lendemain, tu gagnais des bons salaires dans des emplois prestigieux d'ingénieurs en français. Et ça a fait en sorte que d'autres grandes institutions, comme Polytechnique, se sont développées parce qu'il y a beaucoup de monde qui voulait travailler à Hydro-Québec en français. Donc, l'État a un pouvoir sur le prestige économique d'une langue. Par la suite, sur la question de transmission du savoir dans une langue qui te permet de travailler dans cette langue-là plus tard, les études le montrent, surtout les études de l'Institut de recherche sur l'Institut de recherche l'IRFA, sur le français en Amérique. Il y a eu une étude qui a été faite pour près de 3000 étudiants. 3000 étudiants, là, c'est vraiment un bon bassin. Dans les étudiants qui sont allés au cégep anglais, puis au cégep français, puis dans les universités. Eh bien, quand tu es un francophone puis que tu étudies au postsecondaire en anglais, bien, un francophone sur deux qui a fait ce choix-là dans sa vie va par la suite travailler en anglais au travail. Chez ceux qui étudient en français, chez les francophones, 93% travaillent en français par la suite. Chez les allophones qui étudient en anglais au postsecondaire, 3 allophones sur 4 vont travailler en anglais. Et si tu étudies en français quand tu es un allophone au collégial, bien, 3 allophones sur 4 vont travailler en français par la suite. Donc, les institutions publiques d'éducation sont en amont du monde du travail et elles ont une influence sur la langue qui va être parlée plus tard dans le monde du travail. Troisième chose, l'attachement affectif et culturel, c'est-à-dire que si depuis qu'on va à l'école, hein, puis est-ce qu'il y en a ici qui ont des enfants en bas âge? Ben, regarde, moi, je vais lever ma main. Ah, monsieur le caméraman lève la main aussi. Bon, moi... Pardon? Des petits-enfants. Bon, vous avez des petits-enfants en bas âge. Bien, quand on va au CPE, ben, c'est clair que si le CPE se passe en français, bien, les comptines, les histoires, dites aux enfants, bien, ça reste imprégné. Toutes les petites chansons que les enfants vont avoir apprises en français, bien, il y a un attachement affectif à la langue. Par la suite, quand tu vas au primaire, tu apprends à lire. Mon garçon est en 4e année. À tous les soirs, il doit lire un petit livre. Bien, il y a un attachement à cette langue-là. Puis là, il va même plus loin. Il va lire des livres de littérature de langue française. Et donc, il est attaché à cette langue-là. Mais on va plus loin que l'école. Radio-Canada, Télé-Québec, hein, puis toutes les productions télévisuelles en langue française, si c'est des productions de qualité, on y est attaché. Et ça fait en sorte qu'on peut être 1 million de téléspectateurs le mercredi soir à écouter des enfants de la télé. Donc, l'État a un rôle à jouer. Si on n'investit plus pour faire en sorte qu'on ait des productions de qualité, bien, c'est clair qu'un joueur comme Netflix va venir manger absolument tout le marché. Puis Netflix investit 5 milliards par année, alors que le budget de Radio-Canada pour le Canada coast-to-coast français-anglais, là, avec des nouvelles et tout ça, c'est 1 milliard par année. Donc, il y a une question d'institution publique, d'investissement. Donc, vous avez compris les 3 rôles des institutions publiques. Vous connaissez la question du poids du nombre. Ici, là, savez-vous c'est quoi ça? Ça ressemble à quoi? Pardon? Ça ressemble à un camion? Bien, il y a des camions. Mais ce que vous ne saviez pas, ça, c'est une usine à locuteurs. Puis, un État, c'est une usine à locuteurs. Et vous voyez ici, il y a différents départements dans l'usine à locuteurs. Tu as le département des politiques d'immigration, des politiques culturelles, des politiques linguistiques. Et vous ne vous en apercevez pas présentement, mais là, on est dans l'usine à locuteurs. Là, on est dans différents départements. Puis au cours de la vie, un citoyen passe à travers tous les départements. Que ce soit un natif ou que ce soit un immigrant, tout le monde passe à travers la machine. Et au bout du compte, bien, il y a un département qui s'appelle la livraison. Et dans la livraison, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on met des locuteurs dans les camions, puis ils vont se distribuer sur le territoire. Puis, dépendamment de comment on ajuste notre machine, bien, tu vas avoir des locuteurs de langue française, de langue anglaise. Nous, au Québec, on a un modèle, ce qu'on appelle un modèle barré. On n'a pas toutes les fonctionnalités, on ne peut pas aller au bout de chacun des boutons. Ce qui fait en sorte que, contrairement en France, peu importe que tu viennes de n'importe quel pays dans le monde ou que tu sois natif de la France, il va en sortir des locuteurs de langue française qui vont user du français dans l'espace public. En Allemagne, même affaire.
Les gens, ça ne les empêche pas de parler la langue qu'ils veulent à la maison dans l'espace public en Allemagne. La façon dont l'usine à locuteurs est faite, bien, les locuteurs dans l'espace public vont user de l'allemand. Au Canada anglais, c'est en anglais. Puis, au Québec, ben, c'est pas clair. Et donc, pourquoi? Parce que l'État ne met pas tout son poids du côté du français. Puis comment un État met son poids du côté du français? C'est par ses lois, ses politiques publiques, les directives données aux employés de l'État, le financement des institutions publiques dans une langue plutôt que dans une autre, et enfin, par le système judiciaire. Et donc, tout ça, là, les élus pourraient faire en sorte qu'on aille du côté du français. Puis lors de la période de questions, je pourrais plus élaborer là-dessus. Mais actuellement, ce qui arrive, c'est que comme il y a un recul du poids démographique des francophones, lorsqu'il y a une décision qui a à être prise par soit un élu ou un administrateur ou quelqu'un qui est dans l'entreprise privée, c'est de dire, ouais, j'ai à aller chercher des voteurs qui soient anglophones ou allophones non francisés. Il ne faudrait pas que je mette trop d'emphase sur la question du français. Il faut taire la question. Hein, parce que si on tait la question, peut-être qu'avec d'autres choses, on va pouvoir attirer ces voteurs-là. Et donc, il ne faut pas mettre trop d'emphase sur la question du français. Et c'est la même chose au niveau de l'entreprise privée ou des entreprises comme Desjardins. Desjardins est dans un processus de bilinguisation complet. Et je vous donne juste un petit exemple. L'an passé, je reçois de ma caisse un courriel automatisé qui dit que je vais avoir un rendez-vous la semaine prochaine avec ma conseillère. Et le courriel est en bilingue. J'étais comme, quoi? Comment c'est qu'il est en bilingue de façon automatique? Comment ça fait que l'institution m'impose? Parce que moi, je considère que c'est une imposition de me faire imposer un courriel en bilingue. Ça n'arrivait pas avant chez Desjardins. Toutes mes communications étaient en français. Et là, je me suis mis à leur dire, oui, mais pourquoi vous m'envoyez ça? Ah, ben monsieur, c'est parce que finalement, on a des clients anglophones, puis là, il faudrait, il faut aussi penser à eux. Je dis, mais envoyez-leur un courriel en anglais à eux. Mais avec la technologie aujourd'hui, vous pourriez m'envoyer un courriel à moi en français, puis à eux en anglais. Et, ouais, bon, on va voir à ça. Finalement, ça a l'air qu'ils ont réglé ça. Mais je suis allé plus loin. Là, je suis allé jusqu'à la direction de Desjardins. Puis là, j'ai dit, ben, nous, le Mouvement Québec français, on est une organisation, je termine là-dessus. Le Mouvement Québec français, on est une organisation, on travaille pour le français. Comme vous, vous avez travaillé pour les francophones depuis 100 ans. Mon père, puis un paquet de monde, c'était des francophones qui ont investi dans Desjardins. Desjardins est devenu gros comme il est parce que des francophones ont investi. Est-ce qu'il y aurait un moyen de faire en sorte qu'il y ait certaines ristournes ou certaines formes de commandites? Et on m'a répondu la chose suivante, et je termine. C'est très, très, très... Et puis quand on vous donne un courriel, qu'on vous dit, ou une réponse, c'est très, très, très important, le français, vous pouvez être sûr que ce n'est pas important. Quand la personne en communication vous dit, c'est très important pour nous le français, vous pouvez être sûr que ce n'est pas important. Donc, c'est très important pour nous le français, mais nous avons, et j'ai un texte, j'ai le courriel, puis c'est le directeur des communications de Desjardins. C'est très important pour nous, mais nous avons des clients anglophones et allophones, et donc, on ne voudrait peut-être pas se les mettre à dos. Donc, on va laisser le soin à d'autres de venir aider le mouvement Québec français. Et donc, ça, c'était l'exemple institutionnel dans le privé. Mais là, on pourrait aller de plus en plus loin sur ce qui se passe au niveau des partis politiques, puis c'est ce qui se passe aussi au niveau des autres institutions commerciales privées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ouais. J'ai à aller chercher des voteurs qui soient anglophones ou allophones non francisés. Il ne faudrait pas que je mette trop d'emphase sur la question du français. Il faut taire la question. Hein, parce que si on tait la question, peut-être qu'avec d'autres choses, on va pouvoir attirer ces voteurs-là. Et donc, il ne faut pas mettre trop d'emphase sur la question du français. Et c'est la même chose au niveau de l'entreprise privée ou des entreprises comme Desjardins. Desjardins est dans un processus de bilinguisation complet. Et je vous donne juste un petit exemple. L'an passé, je reçois de ma caisse un courriel automatisé qui dit que je vais avoir un rendez-vous la semaine prochaine avec ma conseillère. Et le courriel est en bilingue. J'étais comme, quoi? Comment c'est qu'il est en bilingue de façon automatique? Comment ça fait que l'institution m'impose? Parce que moi, je considère que c'est une imposition de me faire imposer un courriel en bilingue. Ça n'arrivait pas avant chez Desjardins. Toutes mes communications étaient en français. Et là, je me suis mis à leur dire, oui, mais pourquoi vous m'envoyez ça? Ah, ben monsieur, c'est parce que finalement,
on a des clients anglophones, puis là, il faudrait, tu sais, il faut aussi penser à eux. Je dis, mais envoyez-leur un courriel en anglais à eux. Mais avec la technologie aujourd'hui, vous pourriez m'envoyer un courriel à moi en français, puis à eux en anglais. Et, ouais, bon, on va voir à ça. Finalement, ça a l'air qu'ils ont réglé ça. Mais je suis allé plus loin. Là, je suis allé jusqu'à la direction de Desjardins. Puis là, j'ai dit, ben, nous, le Mouvement Québec français, on est une organisation, je termine là-dessus. Le Mouvement Québec français, on est une organisation, on travaille pour le français. Comme vous, vous avez travaillé pour les francophones depuis 100 ans. Mon père, puis un paquet de monde, c'était des francophones qui ont investi dans Desjardins. Desjardins est devenu gros comme il est parce que des francophones ont investi. Est-ce qu'il y aurait un moyen de faire en sorte qu'il y ait certaines ristournes ou certaines formes de commandites? Et on m'a répondu la chose suivante, et je termine. C'est très. Et puis quand on vous donne un courriel, qu'on vous dit, ou une réponse, c'est très important le français, vous pouvez être sûr que c'est pas important. Quand la personne en communication vous dit c'est très important pour nous le français, vous pouvez être sûr que c'est pas important. Donc, c'est très important pour nous le français, mais nous avons, et j'ai un texte, j'ai le courriel, puis c'est le directeur des communications de Desjardins. C'est très important pour nous, mais nous avons des clients anglophones et allophones, et donc, on ne voudrait peut-être pas se les mettre à dos. Donc, on va laisser le soin à d'autres de venir aider le mouvement Québec français. Et donc, ça, c'était l'exemple institutionnel dans le privé. Mais là, on pourrait aller de plus en plus loin sur ce qui se passe au niveau des partis politiques, puis c'est ce qui se passe aussi au niveau des autres institutions commerciales privées. Je vous remercie.